Nous allons maintenant entamer les échanges de cette journée, donc par la présentation des résultats du projet Interact, puisque cette journée est organisée dans le cadre de ce projet, donc qui est un projet qui s'intéresse aux interactions entre les dauphins et les activités humaines, dans l'objectif d'essayer de co-construire des scénarios de coexistence durable, donc un projet financé par la Fondation de France, qui a débuté en 2017 et qui est sur sa dernière année, qui va se terminer. Donc, je vais passer la parole au docteur Olivier Jiménez, directeur de recherche au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, qui est le coordinateur scientifique du projet Interact, qui va vous parler un petit peu de ce projet avant qu'on passe à la présentation des résultats. Donc, je suis Olivier Jiménez, docteur Jiménez. Et je suis chercheur au CNRS. Oh, ça va commencer. Non. Je suis donc chercheur au CNRS à Montpellier. Ah, il est parti. Eh ben, j'espère que les prochaines rencontres humains-cétacés auront lieu à Montpellier parce qu'on est encore plus chauvin qu'à Marseille et à Nice réunis. Hein. Donc Montpellier pour 2020. Donc je vais vous présenter les résultats. Donc je vais vous présenter d'abord le projet Interact pour interaction entre dauphins et activités humaines sur le littoral méditerranéen français. Et donc comme l'a dit Hélène, comme l'a répété Hélène, c'est un projet qui a été financé par la Fondation de France, qu'on ne remerciera jamais assez du coup, pareil. Donc le contexte du projet, vous le connaissez un peu, c'est une présence marquée du grand dauphin, une espèce emblématique, voire médiatique, la seule espèce de cétacé qu'on retrouve près de nos côtes, toute l'année. Et en parallèle de cette présence marquée, des activités humaines qui s'intensifient, qu'elles soient professionnelles avec la pêche, l'aquaculture, ou sport et loisirs avec plongée, les activités d'observation des cétacés, comme on l'a un peu déjà dit, et ainsi de suite. Donc on a d'un côté la présence marquée du dauphin, de l'autre côté une intensification des activités humaines, et évidemment il y a des moments où les deux interagissent. Et si on connaît bien la partie écologique, plutôt le côté animal, plutôt le côté dauphin, et je vous en reparlerai, c'est les résultats d'un projet précédent. En fait, les aspects humains de ces interactions et de la présence du grand dauphin et des interactions avec les activités humaines sont beaucoup moins bien connus. Il y a peu de recherches dessus, et si on veut essayer de produire des scénarios de coexistence, essayer de comprendre un peu comment faire coexister les deux parties, l'aspect humain est tout aussi important que l'aspect écologique. Et donc en fait, ça a été la motivation principale de ce projet, c'est étudier les interactions entre les humains et les dauphins, à la fois sur une dimension écologique, mais aussi sur une dimension humaine, en faisant appel aux sciences humaines et sociales. Donc les deux terrains que nous avons investis, c'est le golfe du Lion et la Provence. Et donc les objectifs principaux du projet, c'était les trois grands objectifs suivants. Dans le premier objectif, c'était quantifier, avoir une approche vraiment quantitative sur la distribution du grand dauphin et des dauphins en général, des espèces de dauphins en général, et puis des activités humaines, que ce soit la pêche, la plaisance ou les observations de cétacés. Et puis, dans un deuxième objectif, c'était de mettre en évidence des endroits, des zones, mais aussi des périodes dans l'année où il y avait co-occurrence entre les activités humaines et la présence des grands dauphins. Et puis essayer aussi de trouver des zones où il y avait des fortes probabilités de co-occurrence des deux, en fait, des points chauds, en fait. Et pourquoi pas aussi des points froids. Et puis dans le troisième objectif, là qui est plus de l'ordre des sciences humaines et sociales, essayer d'expliquer perception et attitude des acteurs vis-à-vis de la présence de l'espèce grand dauphin. Voilà. Alors on n'est pas parti de rien, je l'ai déjà un peu dit, on est parti du projet GDGEM pour Grand Dauphin Études et Gestion en Méditerranée. C'était un projet qui avait été initié et coordonné à nouveau par le GIS3M, pour groupe d'intérêt scientifique pour les mammifères marins de Méditerranée. C'était un projet qui était piloté par Hélène, qui vient juste de s'enfuir. Et puis donc un projet sur 3 ans, de février 2013 à décembre 2015, et qui a été financé par l'AMAVA, l'Agence des aires marines protégées et Pélagos, justement. Et donc ce projet, il a permis de récolter pas mal de données, et en particulier via un gros effort de terrain en bateau, conséquent donc, avec plus de 10 000 km parcourus dans le golfe du Lion, et plus de 5 000 km parcourus en Provence. Alors il y a aussi un effort de terrain qui a été fait en Corse, mais pour les interactions, on va se concentrer sur Golfe du Lion et Provence.
Et alors ces données qui ont été récoltées par une équipe de professionnels, on voit ici Hélène, notre grande organisatrice des rencontres d'aujourd'hui, et j'en profite pour remercier Hélène et puis tous les volontaires qui sont là et qui font un travail extraordinaire. Et donc ces données qui ont été récoltées par tout un tas d'équipes ont aussi été analysées par des professionnels et qui sont arrivés à ce genre de résultats, d'écarts de distribution et d'effectifs. Donc ici la distribution du Grand Dauphin sur la période considérée, où en fait plus un pixel est rose, voire fuchsia, et plus la densité de dauphins est élevée. Donc on arrive dans les carrés très fuchsia, là, à presque un peu plus de 1 dauphin par kilomètre par pixel. Et pour un effectif autour de 550 dauphins, avec une certaine incertitude. Donc ça, c'était les résultats principaux du programme GDGEM. Donc on a raffiné ces résultats, on les a repris, on les a remobilisés pour le projet Interact. Donc ça a plus ou moins répondu au premier objectif, qui était avoir une quantification de la distribution du dauphin. Et donc pour les zones et périodes de co-occurrence, le deuxième objectif avec les activités humaines, j'aurais aimé laisser la parole à Marine, mais Marine a eu un empêchement, donc vous allez devoir me supporter encore une dizaine de minutes. Donc Hélène prendra la parole, c'est bien toi qui vas prendre la parole, et qui montrera des résultats sur une situation où on a plus qu'une co-occurrence, on a vraiment une vraie interaction entre une activité humaine ou des activités humaines et la présence du grand dauphin. Je ménage le suspense. Et puis Aurélie, qui est par là-bas, nous parlera de ses résultats, de son travail sur la perception des acteurs vis-à-vis des interactions, avec un focus sur le whale watching, sur l'observation des cétacés. Voilà, donc l'équipe qu'on a réunie pour mener à bien ce projet, enfin je l'espère, à bien, on verra. C'est une équipe fortement interdisciplinaire. On a à la fois des gens qui viennent des sciences humaines et sociales, avec des géographes, des ethnologues, et puis des gens qui viennent plutôt de l'écologie scientifique, avec des écologues et puis des modélisateurs. Et leur point commun, c'est que tous, ils avaient plus ou moins déjà travaillé à l'interface entre les sciences, évidemment, les questions de société et puis la gestion. Et plusieurs d'entre eux et d'entre elles sont dans l'assistance, donc n'hésitez pas à les solliciter, à leur poser des questions pendant la journée. Bien, donc celui-là, je vais vous avertir tout de suite. Hein. C'est pas moi qui étais... Donc c'est Marine Roux, qui n'a pas pu venir pour des problèmes médicaux. Hein. Je l'ai reçu hier soir. Donc je ne suis pas super à l'aise avec, mais on va essayer de faire ça ensemble. Hein. N'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions, et puis j'essaierai de ne pas y répondre. Hein. On demandera à d'autres personnes de répondre à ma place. Donc Marine et les collègues de Éco-Océan, en particulier Nathalie et Léa, ont beaucoup travaillé dans le cadre du projet Interact sur essayer de mettre en regard les activités avec la présence du grand dauphin. Donc en gros, co-occurrence et par voie de conséquence, peut-être interaction, vraie interaction. Donc le lien avec mon exposé juste avant, on commence par la distribution des grands dauphins. Alors une des originalités du projet Interact, c'était de regarder ça tout au long de l'année, donc par grande saison. Donc on a regardé ça en été et en hiver. Donc vous voyez ici que la distribution du grand dauphin en été, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Hein. Et puis en hiver, on la voit, les densités diminuent et en fait se concentrent à certains endroits. Donc c'était un des premiers résultats, je crois que d'ailleurs c'est quelque chose qu'elle dit. Ouais. Voilà, pardon. Moins nombreux en hiver, mais plus concentrés. Voilà. Donc ça, c'était ce qu'on avait déjà plus ou moins comme information via le projet précédent qui s'appelait GDGEM. Donc sur les activités anthropiques, pour le coup, on a utilisé deux sources de données, voire trois, enfin surtout deux principales. Donc il y a les missions aériennes des programmes SAM, qui sont pilotés par l'observatoire Pélagis à La Rochelle, où on a des longs transects qui sont faits en avion et qui sont évidemment qui couvrent des surfaces assez extraordinaires par rapport à si vous faites la même chose en bateau qui prend beaucoup plus de temps. Et surtout, ils vont très, très au large. Donc on a des données auxquelles on ne peut pas avoir accès en bateau. Et puis il y a des données qui ont été collectées par Éco-Océan Institut, donc par un des partenaires du projet Interact, et puis au cours du projet GDGEM encore une fois. Et donc sur les deux saisons, été et hiver, donc c'est le tableau qu'elle a mis là. Donc vous avez l'été en première ligne et puis l'hiver sur la deuxième ligne. Et en gros, des données sur bateaux de plaisance et bateaux de pêche. En gros, à chaque fois qu'on avait un contact avec un bateau, on le notait. Alors pour la plaisance, ce ne sont pas des bateaux au mouillage, c'est vraiment des bateaux qui sont
qui naviguent, et puis bateaux de pêche, c'est en transit ou en activité. Donc à partir de là, ce qu'on a travaillé, c'est des cartes de distribution de ces activités de pêche, par exemple. Donc sur les chalutiers, on a ce genre de carte. Donc en fait, on voit que l'activité est présente toute l'année. Sur les bateaux de pêche à engins dormants, on voit que c'est surtout en été. Donc c'est les cartes du haut plutôt. Celles du bas, c'est l'hiver. Pour les activités de loisirs, elles ont divisé ça en bateaux à moteur. Pareil, été, on voit surtout une activité, toujours pareil, c'est des densités, en été en haut et en hiver en bas. Voilier, évidemment, on s'en doute, on a surtout une activité, une forte densité plutôt en été, donc en haut, et l'activité se diminue franchement en hiver, sur toute la côte. On a aussi des données sur les jet skis. Et là, ce qu'on voit, alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est plutôt du côté de la Provence où on a de l'activité en été. Pour l'hiver, il n'y a quasiment rien, évidemment. Autre activité anthropique, c'est plutôt les données observation de cétacés, whale watching. Et alors là, c'est nos collègues de Souffleurs d'écume qui ont fait un gros travail via des questionnaires auprès des opérateurs pour essayer de connaître leur zone d'activité. Alors évidemment, c'est pas exhaustif, mais on est arrivé à avoir quand même quelque chose de quantitatif. Et donc c'est sur la période estivale, évidemment. Et donc ce qu'on arrive à voir, c'est sur Provence, là, on a une forte activité du whale watching avec, alors, j'arrive pas à voir les gens, mais en gros, c'est au large de Saint-Tropez, on a une forte activité de whale watching. Voilà, donc à partir de ces données, là c'était les données brutes, simplement rapportées sur des cartes. Ce qu'on a essayé de faire, c'est extrapoler un peu spatialement ces données-là pour pouvoir après les superposer entre elles. Donc ce que ça donne, sur le Grand Dauphin par exemple, on obtient ce genre de carte où on a des densités, où on a 90% par exemple, donc ça c'est les cercles en traits noirs pleins. Ça, c'est 90% de la distribution du Grand Dauphin qui est dans ces aires définies par ces traits noirs. Donc on a des points chauds, évidemment, vous les voyez, c'est des points avec la carte de forte densité, très orange, là, c'est des fortes densités de Grand Dauphin. Et toujours pareil, été et hiver. Donc ce qu'on voyait sur les données brutes, on le revoit ici avec cette approche statistique qui permet de lisser un peu les choses. On voit qu'en été, il y en a un peu partout, tout le long des côtes de Golfe du Lion et de Provence. Et en hiver, en fait, moins, mais ils se concentrent en fait à quelques endroits particuliers. Donc toujours pareil, été en haut, hiver en bas. Oui, donc ça c'est l'aire de distribution occupée par les grands dauphins. Et on voit clairement qu'on est autour de 9000 en été, et puis 9000 km², et autour de 2000 km² en hiver. Donc une vraie concentration des grands dauphins en hiver. Pour les activités de pêche, toujours la même idée, on essaie de lisser un peu les choses dans l'espace pour pouvoir après combiner les choses ensemble. Pour les chalutiers, on retrouve qu'on a une activité exclusivement dans le golfe du Lion. Donc c'était connu, mais ça fait plaisir entre guillemets de le retrouver dans les données. Avec une intensité moindre en hiver, mais c'est la même zone qui est utilisée. Les bateaux de pêche en engins dormants, on en a un peu partout en été, et puis ça se concentre un peu en hiver, mais on en a aussi. Donc partout le long des côtes, 2 zones occupées différentes entre hiver et été, mais il y en a partout. Activités de loisirs, alors c'est tout mélangé, ouais, c'est tout combiné, bateau moteur, voilier et jet ski, si je ne m'abuse. Ah non, oui d'accord, c'est bateau à moteur, c'est ça? Je vois pas, mais c'est bateau à moteur. Ensuite, vous avez voilier et puis jet ski, c'est ça, voilà. Donc ça, en gros, c'est les données que je vous ai montrées tout à l'heure, mais passer à une espèce de moulinette statistique pour essayer de lisser les choses. Et pourquoi on fait ça? Parce que, donc c'est ce que je vais vous montrer là. Donc le whale watching, comme on avait vu plus tôt sur Provence. Voilà, pourquoi on a fait ça? Parce que maintenant qu'on a ces objets statistiques, on peut les combiner ensemble pour avoir des zones de co-occurrence. Donc en gros, on superpose des cartes, en très gros. Donc c'est ce qui nous intéresse ici, les zones de co-occurrence. Alors on va se concentrer sur l'été, mais on a des résultats aussi sur l'hiver, mais on va quand même regarder sur l'été plus tôt, par manque de temps. Alors, ce que je vous montre ici, c'est des cartes de croisement entre l'activité humaine concernée et la présence du grand dauphin. En bleu,
clair, plein, c'est des zones d'interaction potentielle mais élevées. Et puis en hachuré, c'est moyen. C'est des probabilités moyennes. Donc ce qu'on voit, c'est que ici, on a vu que chalutier, c'était surtout dans le golfe du Lion. Mais quand on croise ça avec la carte de distribution du Grand Dauphin, qui se trouve près des côtes du golfe du Lion, on a des zones fortes d'interaction potentielle dans le golfe du Lion. Et ces zones recouvrent à peu près 72% de la surface occupée par le Grand Dauphin. Alors, comme il y en a un tout petit peu quand même en Provence, si on concentre que sur le golfe du Lion, on obtient 91% de recouvrement. Alors, pour les bateaux de pêche à engin dormant, on a un peu la même chose. Si on prend toute la zone Provence et golfe du Lion, on a 40% de la zone occupée par les Grands Dauphins qui est recouverte par la distribution des engins dormants, des bateaux de pêche à engin dormant. Et si on prend que golfe du Lion ou que Provence, on a 36 et 56%. Concernant les voiliers, alors en gros, comme l'activité se concentre plutôt en Provence, en tout cas qu'elle est très dense en Provence en été, quand on focalise sur la Provence, on a 80% de recouvrement, d'interaction. Pour les bateaux à moteur, c'est un peu la même idée, 50% si on prend toute la zone, et si on croise seulement avec la Provence, on a 85% de recouvrement. Pour les jet skis, vous avez vu que la carte de distribution des activités de jet ski était plutôt discrète, plutôt modeste. On a 12% de recouvrement quand on croise avec les cartes de distribution du Dauphin. Alors, pour le whale watching, donc on a 31% de surface occupée par les grands dauphins qui se superposent avec les activités de whale watching. Et évidemment, quand on focalise sur Provence, puisque l'activité s'y focalise aussi, on a 91% de recouvrement entre distribution grand dauphin et activité observation cétacés. Donc pour résumer, les zones de probabilité d'interaction moyenne entre activités de pêche, là pour le coup, toute activité de pêche confondue, et grand dauphin. Sur le golfe du Lion, c'est vraiment là que se focalisent les interactions les plus élevées, enfin les interactions potentielles les plus élevées, c'est 93%. Pour bateaux de plaisance et grand dauphin, c'est plutôt sur la zone liguro-provençale qu'on a 90% de overlap, de recouvrement. Pardon. Pour les activités d'observation cétacés whale watching, c'est toujours Provence, avec 90%. Et puis, si on mélange toutes les activités humaines, eh bien, on a un fort recouvrement des deux objets, activité humaine et présence du grand dauphin, avec plus de 90% des activités humaines, plus de 90% de la distribution du grand dauphin qui croise des activités humaines. Donc encore une fois, on s'y attendait, on avait cette expérience de terrain, on avait du savoir local, il y avait plein de choses qui nous permettaient d'aller vers cette conclusion, mais là, ça permet de quantifier les choses. C'est une toute autre approche. Donc la conclusion, c'est que les côtes continentales françaises de Méditerranée sont fréquentées toute l'année. Ça, c'est un résultat fort du projet. Les sorties de terrain n'ont pas eu lieu qu'en été. Elles ont aussi eu lieu en hiver, et ça, c'est quelque chose qui est à mettre au crédit des équipes du projet. C'est assez incroyable. Et voilà, donc elles sont fréquentées toute l'année par les grands dauphins et les activités humaines. Il y a une forte co-occurrence en été entre activités humaines et grands dauphins, comme on l'a vu, à la fois dans le golfe du Lion et en Provence. Alors, ce n'est pas les mêmes activités qui croisent, mais on a une forte interaction entre les deux potentiels. Voilà, je vous remercie. Je remercie Marine d'avoir préparé cette présentation, et elle s'excuse donc de ne pas avoir pu venir. Merci à tous et à toutes. Des questions ? Merci pour votre exposé. Une petite question. Vous n'avez pas évoqué le rapport entre la géomorphologie littorale
et les répartitions. Or, on voit très nettement que c'est une affaire de plateau continental. Et donc ça veut dire principalement que la répartition des dauphins est sur le plateau continental et pas en pleine mer. Où il n'y a que l'impact humain qui est là dans cette zone. Et très faiblement l'impact humain aussi dans le golfe du Lion. Oui, alors, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Effectivement, en fait, le grand dauphin, on a tendance à dire par abus de langage que c'est une espèce côtière. En fait, c'est pas une espèce côtière. Son habitat préférentiel est le plateau continental, de préférence sur des fonds de moins de 200 mètres. Ce qui fait que, par exemple, sur le littoral de Côte d'Azur, où le plateau continental est très étroit, ça amène les dauphins très près des côtes et on voit des dauphins très près des côtes. Et dans le golfe du Lion, où on a un vaste plateau continental, le grand dauphin fréquente la globalité du plateau continental. Donc effectivement, le grand dauphin, il est présent et son habitat préférentiel, c'est réellement le plateau, sur tout le plateau continental des côtes de Méditerranée française, parce que là, c'est ce qu'on a étudié, mais c'est vrai également dans toute la Méditerranée, même si des individus sont parfois observés au large, donc il y a des observations, ils sont parfois dans des zones pélagiques, mais préférentiellement sur le plateau continental. Oui, on aura l'occasion d'en reparler au cours des ateliers qui ont lieu cet après-midi. Et les observations pélagiques en particulier, c'est grâce à ces campagnes SAM, là, des transects par avion, qui permettent justement d'aller échantillonner au large. D'autres questions ou des commentaires ? Merci, bonjour. Merci pour votre exposé. Une petite question technique que je me pose souvent. Comment sont pris en compte les efforts de prospection dans le cadre de ces travaux cartographiques qui apportent une donnée à l'échelle de la façade très pertinente, j'en doute pas. Ouais. Mais c'est vrai que je m'interroge toujours sur la prise en compte de l'effort de prospection, à la fois pour les données d'observation de cétacés, mais aussi pour les données là, de plaisance liées à l'activité humaine. Ça, mais encore une excellente question. En fait, ce qu'on obtient, ce qu'on fait, c'est qu'on corrige par cet effort, donc on obtient des effectifs relatifs à l'effort, on les ramène à l'effort, quoi. Donc ça, c'est une première chose. Donc toutes les cartes que je vous montrais, elles sont ramenées à un effort au pixel, quoi, au kilomètre au pixel. Et ensuite, ce qu'on développe actuellement, mais ça, c'est des choses qu'on est en train de faire dans le cadre de la thèse de Valentin Lauré, qui est par là, et que vous aurez l'occasion de rencontrer, qui fait partie du projet, c'est carrément faire des modèles statistiques qui prennent en compte cet effort hétérogène et variable, et pas forcément parfait, quoi, mais en tout cas, il existe, donc voilà. Donc il est pris en compte. Et ces cartes sont corrigées pour cet effort, pour faire une réponse compte. Bien, merci beaucoup. Donc je laisse la parole à Hélène, qui va vous présenter une autre partie des résultats du projet Interact. Je vais présenter les résultats de Julie Jourdan, donc qui s'excuse de ne pas être parmi nous aujourd'hui, parce qu'elle est en Martinique, alors non pas pour des vacances, mais pour le séminaire annuel du Réseau national échouage, qui cette année, pour la première année, est organisé en Outre-mer. Et malheureusement, les dates ont coïncidé. Donc, elle m'a chargée de vous présenter les résultats de son travail, donc qu'elle a mené sur les évidences d'interaction. Donc, Olivier vous a parlé donc tout à l'heure de zones de co-occurrence. Donc là, on essaye de voir où est-ce qu'on peut avoir des interactions. Donc, c'est des zones potentielles d'interaction. Donc, créées par la présence concomitante des animaux et des activités humaines. Pour autant, ça ne prouve pas qu'il y a des réelles interactions entre dauphins et activités humaines. Donc là, on s'est intéressé à une autre approche. Donc on a essayé de mettre en évidence, de chercher en fait les évidences de ces interactions, les évidences physiques chez les animaux, donc notamment les blessures qu'on va rencontrer, donc à la fois chez les animaux morts, échoués, ou sur les animaux vivants. Donc je vais vous montrer un petit peu comment Julie s'y est pris et quels sont les résultats. Donc tout d'abord, les données d'interaction entre activités humaines et cétacés peuvent mettre en évidence des conflits d'utilisation des ressources ou du territoire.
Donc une bonne compréhension des interactions permet de prendre des mesures appropriées pour résoudre les conflits. Les données d'interaction avec les activités humaines fournissent une base scientifique solide pour des mesures de conservation et de gestion. Donc l'objectif étant de décrire les blessures d'origine humaine sur les grands dauphins échoués et vivants en Méditerranée française afin de caractériser les interactions. Alors je m'excuse, en fait, je lis un peu ce qui est là parce que je ne l'ai pas pris par cœur. Donc les sources de données. Donc, elle s'est d'abord intéressée aux échouages de cétacés. Donc, comme je viens d'en parler brièvement, donc il y a un réseau national échouage en France, dont le séminaire annuel se tient actuellement en Martinique. Donc, c'est un réseau qui existe depuis les années 70, qui est coordonné par l'Observatoire Pélagis à La Rochelle, donc sous mandat donc, du ministère de la transition écologique et solidaire, et qui est constitué de environ 400 participants bénévoles, donc qui interviennent soit dans le cadre de leur activité professionnelle, soit de manière citoyenne, pour qu'on puisse systématiquement intervenir lorsqu'un cétacé s'échoue, de manière à pouvoir récolter toutes les données scientifiques possibles, puisque l'étude des cétacés dans le milieu naturel, c'est relativement compliqué. Et donc, c'est obligatoire. Il y a une circulaire. Donc, les bénévoles du réseau national échouage interviennent systématiquement sur les échouages. Donc, au jour d'aujourd'hui, ces intervenants, ils sont déployés sur toute la façade de la France. Et même métropole et outre-mer. Et on a une couverture qui est quasiment de 100% des échouages, c'est-à-dire que dès qu'un animal est échoué, il y a une intervention des bénévoles qui va pouvoir venir récolter les informations. Donc, lors de cet examen, on fait notamment un examen externe des carcasses. En fonction de l'état de décomposition et de l'accessibilité de l'animal, on va pouvoir récolter différentes choses. Donc d'abord des photos et des constatations, et ensuite, si l'état de la carcasse le permet, on va aller jusqu'à récolter donc des prélèvements d'organes internes, voire même de réaliser des autopsies complètes. Donc il y a des caractéristiques particulières de certaines blessures sur le corps des animaux qui peuvent être caractéristiques d'une interaction avec des activités anthropiques, donc telles que des marques circulaires d'impression et de lacération donc par des filets ou des cordes, des mutilations d'appendices, donc des nageoires, donc soit un lobe de nageoire coupé, soit carrément plus de nageoire du tout. Donc ça ne peut pas être autre chose qu'une interaction avec une activité anthropique. Les dauphins ne se sectionnent pas les nageoires entre eux, même s'ils ont beaucoup d'interactions sociales entre eux. Donc on va trouver des marques d'interaction sociale, mais ça va être plus des marques de morsure. Donc ils sont assez caractéristiques et on arrive même à reconnaître les espèces pour savoir qui est à l'origine de la morsure. En revanche, il y a certaines marques où on est sûr que là, ça ne peut pas être autre chose que, par exemple, un cordage, un filet ou une collision, ou alors une collision soit avec un bateau, soit avec une hélice. Et donc, c'est à toutes ces marques que Julie s'est intéressée. Et elle a aussi regardé donc, si on pouvait mettre en évidence ce type de marque sur des animaux vivants, donc qui auraient eu une interaction qui les aurait blessés, mais qui les aurait pas tués. Donc vu que le grand dauphin, c'est une espèce qu'on étudie beaucoup grâce à la photo-identification, donc c'est une méthodologie qui permet d'identifier chaque individu, de le reconnaître et de le suivre dans le temps en le prenant en photo. C'est-à-dire que chaque individu a des caractéristiques sur sa nageoire dorsale qui sont uniques et qui nous permettent de le reconnaître au fil du temps. Donc des marques, des encoches, c'est ce qu'on appelle la photo-identification. Donc quand on va étudier cette espèce, on photographie le dos de l'animal. Donc elle a passé en revue toutes les photos de photo-identification donc, collectées par les différents partenaires du projet, et notamment par le GSEM depuis les années 90, et dans le cadre du projet GDGEM. Donc ça fait beaucoup de photos. À l'heure actuelle, on a plus de 1200 individus dans le catalogue recensés, et donc pour chaque individu, on a des centaines de photos.
Donc là, c'est intéressé à l'ensemble des groupes rencontrés depuis 2009 en Provence. Donc là, c'est 990 individus et environ 16 000 photos. Donc la problématique de ce type de données, c'est que on n'a que la partie émergée de l'animal qui est visible, donc on ne peut mettre en évidence des traces, enfin des marques, des évidences d'interaction uniquement sur la partie dorsale, malheureusement. Et donc là, vous avez des exemples en fait de blessures qui sont caractéristiques d'interaction avec des activités anthropiques. Donc vous avez la dorsale qui est mutilée ou qui est carrément coupée, la nageoire dorsale. Donc, au niveau des résultats, donc entre 1993 et 2018, il y a eu 134 échouages de grands dauphins sur les côtes continentales de Méditerranée française, dont 67 ont été examinés et étaient en bon état de conservation. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait presque 100% de couverture, notamment depuis les années 2000. Mais pour autant, des fois, les animaux, quand ils arrivent sur le littoral, qui s'échouent, ils sont dans un état de décomposition avancée. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Donc sur ces 67 individus, 20 présentaient des blessures anthropiques, en grande majorité liées aux pêcheries. Donc c'est quand même 30%. 30% des grands dauphins échoués donc, dans un état de conservation qui permettent un examen correct et l'identification de traces, présentent des blessures anthropiques, et dont 98% dû à des interactions avec des activités de pêche et 2% avec des collisions, dû à des collisions. Alors chez les dauphins, les collisions, c'est plutôt avec les petites embarcations à moteur, type jet ski ou petits bateaux moteurs. Donc les blessures liées aux pêcheries sont le plus souvent retrouvées sont des mutilations du pédoncule ou des lobes de caudale généralement. Donc 57 individus examinés ont pu être sexés. Donc ce qui nous dit que la fréquence des femelles ayant des blessures anthropiques est de 14% et celle des mâles de 17%. Donc il n'y a pas réellement de différence entre les mâles et les femelles. Le sexe n'a pas d'impact en fait sur la probabilité d'avoir des interactions, enfin des blessures dues aux interactions anthropiques. 66 individus ont été mesurés, donc ce qui permet de connaître la classe d'âge de l'animal. Donc pour déterminer l'âge exact, il faut faire des analyses un peu plus poussées, notamment des analyses au niveau des dents. Mais grâce à la taille, on a des abacs qui nous permettent, depuis la taille, d'évaluer la classe d'âge. Donc entre juvéniles, subadultes et adultes. Et là, ce qu'on voit, c'est que les subadultes, les juvéniles et les subadultes, a priori, présentent plus, leur proportion est plus importante dans les animaux blessés. Donc ça, si on veut essayer d'émettre des hypothèses sur les raisons, très probablement que c'est des animaux qui sont moins expérimentés et qu'ils sont peut-être plus sensibles donc à ce type d'interaction négative. Donc au niveau de la saisonnalité, on a 2 pics en mai et en juillet, et un pic secondaire en septembre. Donc le nombre d'échouages d'individus avec des blessures anthropiques est proportionnel au nombre d'échouages total. Alors, sur les animaux vivants, donc sur les photos de photo-identification, donc les blessures rencontrées, c'est la dorsale entièrement ou partiellement coupée. Donc 9 individus ont été recensés sur les 980 individus étudiés. Donc ça fait une faible proportion. Hein, c'est combien ? 1% à peu près. Donc ça peut paraître faible, mais très probablement qu'en fait les interactions se soldent la plupart du temps par le décès de l'animal, ce qui fait que finalement le nombre d'individus vivants
ayant survécu à ce type d'interaction est peut-être moins important, puisqu'on a vu que la proportion sur les individus échoués était plus importante. Donc on avait un individu qui présentait les lobes de la caudale absents, 12 individus qui présentent des cicatrices sur le dos, dues à des collisions, très probablement, 4 individus qui présentaient des perforations, et 8 individus qui présentent des marques de cordage. Et encore 5 individus qui présentaient des encoches profondes. Donc, ah oui, 4%, c'est écrit en plus, je suis nulle. Donc 4% des individus vivants photographiés présentent des blessures d'une possible origine humaine. Donc là, elle vous a présenté le cas particulier d'un dauphin ambassadeur, un dauphin solitaire, qui fréquente en fait le littoral de Méditerranée française depuis plus d'1 an maintenant, depuis juillet 2018, il me semble, où il a été observé la première fois dans le secteur des îles d'Hyères. Donc cet individu vient, en fait, il est seul et il vient souvent aux abords des activités humaines, près des ports, dans les ports, puisqu'il était même à l'intérieur du vieux port de Marseille, sur les plages, au milieu des bateaux, au milieu des kayaks. Donc c'est un animal assez familier. Et donc il a fait pas mal de buzz, évidemment, sur Internet. Donc les internautes l'ont baptisé Flipix. Et c'est une femelle. Et donc cette femelle, donc on arrive à la suivre à travers les photos dans ces pérégrinations autour du littoral. Donc elle a fait Porquerolles, mais elle est montée jusqu'à l'est des côtes de Provence et elle est allée jusqu'à Fos-sur-Mer. Hein, donc elle se balade pas mal. Et donc on a remarqué au cours des photos qu'étaient apparues des nouvelles cicatrices sur son dos, très probablement dues à un coup d'hélice. Par un petit engin à moteur de plaisance, donc vous avez les traces là. Donc malheureusement, à fréquenter les plages et les ports, surtout l'été quand il y a beaucoup de monde, a priori, elle a rencontré d'un peu trop près un bateau. Donc a priori, rien de grave pour elle, pour l'instant ça va, mais ça fait un moment qu'on l'a pas observée, il me semble, qu'on n'a plus trop de nouvelles d'elle, donc je sais pas trop où elle est. Donc en conclusion, la mortalité liée aux percheries est la source la plus courante de mortalité anthropique des petits cétacés dans le monde. Là, ce n'est pas spécifique aux côtes françaises. En Sicile, la pression de pêche et le nombre d'échouages de grands dauphins sont positivement associés. La proportion de grands dauphins échoués présentant des blessures anthropiques en Méditerranée française est de 30%, ce qui est loin d'être négligeable. Et ce pourcentage-là est similaire à des régions voisines telles que la Tunisie, par exemple. Les juvéniles et les subadultes sont plus impactés, donc peut-être dû à un manque d'expérience. Il n'y a pas de différence entre les mâles et les femelles. Et ces chiffres sont forcément sous-estimés, dû notamment à la limite des données d'échouage. Les échouages représentent seulement une petite partie des animaux qui sont morts en mer, c'est-à-dire que seulement une partie minime des animaux qui décèdent en mer sont rapportés sur le rivage. Donc en fait, il y a une grosse partie de l'iceberg qui nous est totalement inconnue. Et l'état de décomposition ne permet pas toujours de faire un examen adéquat et pertinent. Quant aux limites des données de photo-identification, ces animaux-là présentent quand même des capacités de cicatrisation assez étonnantes. Donc certaines blessures peuvent ne plus être visibles et les marques disparaissent au cours du temps. Une partie seulement du corps est accessible à la photo. Donc là, encore une fois, on n'a que le haut de l'iceberg, hein, on a juste le haut du dauphin. Et tous les individus ne sont pas forcément photographiés. Donc d'autres méthodes existent, mais aucune n'est pleinement représentative des interactions. Donc c'est quelque chose qui est difficile à évaluer, l'impact que peut avoir certaines pressions sur les animaux. Donc là, on est obligé d'avoir une approche pluridisciplinaire si on veut arriver à dresser une image assez cohérente de ce qui se passe. Je vous remercie de votre attention. Donc si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Oui, bonjour, merci pour ces exposés.
Je ne suis pas familier avec le grand dauphin. Est-ce que vous pouvez donner quelques indications sur ses habitudes de vie? C'est-à-dire, est-ce qu'il a un territoire? Est-ce qu'il migre? Est-ce qu'il change d'endroit souvent? Voilà. Et puis la question corollaire, c'est est-ce qu'il existe des suivis d'animaux par balise, par exemple? Merci. Okay. Alors sur les habitudes de vie du grand dauphin. Alors le grand dauphin, c'est une espèce hautement adaptable qui a la particularité de s'adapter à son environnement. Donc en fonction des endroits, même des régions du globe ou même localement où il vit, il s'adapte. Il s'adapte socialement, mais aussi par rapport à ses techniques de pêche. Et il va développer même des techniques de pêche spécifiquement par rapport à certains engins qui sont présents, qui va ensuite apprendre à ses congénères et à sa descendance. Donc, pour donner un exemple, sur les côtes de Méditerranée française, donc là, on a vu qu'il était présent sur tout le plateau continental, mais donc d'autres analyses du projet GDGM ont montré qu'on avait des communautés sociales, donc c'est-à-dire qu'il y a des groupes avec qui ils vont vivre plus souvent que d'autres. Et donc on a notamment mis en évidence qu'on avait des communautés sociales différentes entre le golfe du Lion, la Provence et la Corse. Très certainement parce que l'habitat est différent. Donc on a vu que dans le golfe du Lion, on a un grand plateau continental très étalé, plutôt sableux. Alors qu'en Provence et en Corse, et sur l'ouest de la Corse, on a plutôt un habitat qui est avec un petit plateau continental, rocheux, avec des îles, avec un talus qui est très proche de la côte. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que par exemple les animaux en Provence ont un domaine vital qui est beaucoup plus restreint que les animaux qui sont dans le golfe du Lion. Donc ils utilisent une zone qui est beaucoup plus restreinte, alors que dans le golfe du Lion, ils vont utiliser tout le plateau. Ça, c'est parce que très certainement l'habitat est différent et les animaux s'adaptent. Donc dans le golfe du Lion, on va très souvent les voir en interaction avec les chalutiers, derrière les chalutiers. Ils vont aller se nourrir autour des chalutiers, pas du tout en Provence. D'abord parce qu'il n'y a pas de chalutiers, hein, ça c'est la première des raisons. Ensuite, par exemple en Corse, on a aussi des interactions avec les activités de pêche et d'aquaculture, mais les dauphins, ils vont aller plutôt se nourrir sur les filets. Et maintenant que la pêche à la palangre s'est développée en Corse, ils viennent se nourrir sur les palangres. Donc ils ont appris à venir attraper les poissons des palangres. Et ils savent aussi aller se nourrir dans les cages d'aquaculture, c'est-à-dire qu'ils ont appris à sortir les poissons à travers les mailles des cages. Donc ça, c'est vraiment le grand dauphin, il a vraiment cette capacité-là, c'est qu'il va s'adapter à son environnement. Et c'est très compliqué, en fait, l'écologie est vraiment spécifique de l'habitat dans lequel il est. Alors pour les balises, donc ça se fait sur pas mal d'espèces de cétacés, donc en général des grands cétacés, plutôt les cachalots, les baleines. Ça se fait sur le grand dauphin dans le monde, ça a déjà pas mal été fait. En Méditerranée, on l'a encore jamais fait. Donc c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça apporte des données qui sont compliquées à voir autrement. Mais c'est quand même des méthodologies qui ont un certain coût. Et qui pose quand même une question éthique, puisque la pose de balise, si on veut qu'elle reste plusieurs mois, il faut la fixer de manière solide, quoi, pour qu'elle ne se décroche pas. Donc pour l'instant, ce n'est pas des techniques que nous, on a encore testées en Méditerranée. C'est vrai que la question se pose parce que, avec la photo-identification, on arrive à les suivre dans l'espace, mais donc on arrive à voir les points dans lesquels ils ont été, mais on n'a pas tout l'historique du chemin qu'ils font entre. Et si on veut réellement voir les déplacements qui, des fois, sont vraiment à longue distance, faut qu'on arrive à croiser les données de photo-identification à l'échelle du bassin quasiment de la Méditerranée, puisque là, on a croisé des photos avec des Espagnols et on a mis en évidence des déplacements entre les côtes catalanes et les côtes provençales. Donc ça fait quand même quelques centaines de kilomètres. Et rien nous dit qu'ils ne descendent pas à Gibraltar, voire qu'ils repartent en Atlantique. Ça, des balises nous permettraient de le savoir plus facilement, c'est sûr. Mais c'est vrai que la photo-identification, c'est quand même la méthode la plus pratique, la plus facile pour suivre ces animaux. Alors, merci. Moi, j'avais une question à propos donc, des dauphins retrouvés échoués. Comment est-ce qu'on sait que les marques qu'ils ont sur eux, ça a été fait de leur vivant et non pas après, par exemple, lorsqu'ils étaient morts? Excellente question.
Ça, il y a des manières de le savoir en fait, par rapport à la caractéristique de la blessure en elle-même. On peut savoir si ça a été fait du vivant de l'animal. Il y a une inflammation qui s'est créée, il y a des saignements, une hémorragie qui s'est créée aussi autour de la blessure. Et ça, en regardant les tissus, on peut savoir si c'est une blessure antémortem ou post-mortem. C'est pas toujours évident. Mais quand on a un petit peu l'habitude et que surtout la carcasse est en bon état, on peut le savoir. Mais même si c'est des blessures post-mortem, ça veut dire qu'il y a eu une intervention humaine. Quand il y a un cordage accroché autour de la queue ou que la queue est sectionnée, que ça a été fait du vivant ou de la mort de l'animal, la plupart du temps, pas la plupart du temps, mais disons que ce qui peut arriver, c'est que le dauphin se soit pris dans un engin de pêche, qu'il soit décédé dans l'engin de pêche, il soit remonté, et là, on a sectionné les appendices pour pouvoir le remettre à l'eau, ou on l'a attrapé avec une gaffe ou avec une corde. Ça, pour autant que ça ait été fait avant ou après, quelque part, ça témoigne quand même d'une interaction avec des activités humaines. Sauf si ça a été fait sur la plage, mais en général, on intervient assez rapidement. Donc, puis je vois pas trop pourquoi quelqu'un irait promener un dauphin mort sur la plage. Oui, alors j'avais une question, moi c'était aussi sur les échouages. Les dauphins, une partie d'entre eux sont autopsiés, et je voulais savoir quelle était la part d'ingestion de déchets humains qui pourrait être à l'origine du décès des animaux, si une statistique existait sur cette donnée. Oui, alors on n'a pas les données, par exemple, en Méditerranée française, mais parce que c'est relativement peu fréquent, en fait. Des macro-déchets à l'intérieur des estomacs ou des tubes digestifs des dauphins, c'est pas si fréquent que ça. Après, par contre, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas contaminés, notamment par les microplastiques qui sont dans toute la chaîne alimentaire et qui sont en mer partout et qui vont s'accumuler. Mais les macrodéchets, ça va pas être, les plastiques et tout ça, sur les dauphins, en tout cas en Méditerranée, c'est pas une problématique. On en retrouve assez peu. Contrairement, par exemple, à des espèces comme le cachalot, où là, pour des raisons un petit peu mystérieuses, certains cachalots ont vraiment l'estomac rempli de plastique. Peut-être un problème aussi lié à des pathologies en amont ou des choses comme ça qui vont faire qu'ils vont ingérer ces quantités de plastique. Les tortues, c'est beaucoup plus fréquent parce que les tortues, elles se nourrissent habituellement, certaines tortues, de méduses. Donc là, disons qu'elles confondent un peu les plastiques, les méduses, et donc elles avalent beaucoup plus de plastique que les dauphins. Les dauphins jouent avec les sacs en plastique, par contre. Ça les amuse beaucoup. Alors, techniquement parlant, les dauphins ne peuvent pas se noyer, au sens où on l'entend nous. C'est-à-dire que la noyade lorsque de l'eau rentre dans les poumons, c'est pas possible parce qu'ils ont une respiration, contrairement à nous. Nous, on a une respiration qui est réflexe. On n'a pas besoin de penser pour réfléchir. Et donc, si on est dans l'eau, tant pis, on va quand même respirer et on se noie. Les dauphins, ils ont une respiration qui est volontaire. Donc, s'ils sont dans l'eau, de toute façon, ils n'ouvriront pas leurs éperons. Mais par contre, ils meurent par étouffement, par manque d'oxygène, lorsqu'ils sont capturés dans les filets qui restent coincés. Ouais. Si, à travers les blessures, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et après, si on peut faire une autopsie complète, correcte, dans des bonnes conditions, et que l'animal est vraiment qui est relativement frais, bien conservé, et si on peut arriver de la même manière qu'en anapathie humaine, c'est pareil. On peut arriver à identifier la cause de la mort. Bonjour, merci. J'ai cru comprendre qu'ils étaient sédentaires d'une certaine manière en restant sur le plateau continental. Mais d'un autre côté, vous dites ils peuvent aller en Espagne, peut-être aller à l'Atlantique. Est-ce qu'on peut dire qu'ils vont en Tunisie ou en Grèce? Et si vous dites qu'ils ont passé le détroit de Gibraltar, ça veut dire qu'ils peuvent traverser l'Atlantique. Donc, est-ce que ce sont des sédentaires ou des touristes? Très bonne question. Et la réponse est très probablement les deux. Donc, Merci. On a très probablement des communautés résidentes, donc qui sont vraiment présentes le long de nos côtes toute l'année.
Donc, sur des domaines vitaux qui restent larges, hein. C'est-à-dire que là, on a des communautés résidentes sur les côtes de Provence. Pour autant, les dauphins, ils se promènent entre Nice et Marseille, hein. Et ils vont même des fois dans le golfe du Lion. Après, il y a des individus qui vont faire des plus longs déplacements. Il y a des individus qui ne font que passer. Pour l'instant, on ne sait pas trop d'où ils viennent et ce qu'ils font le reste du temps. On sait qu'on a beaucoup d'individus qui sont juste de passage, qu'on ne voit qu'une fois. Depuis des années qu'on les étudie, il y a des individus qu'on n'a vus qu'une seule fois. On sait qu'ils sont de passage, mais on ne sait pas d'où ils viennent et où ils vont. Et par contre, on sait aussi qu'on a des individus qui sont résidents. Donc il y a les deux. Et après, il y a effectivement des individus qui vont faire des très grands déplacements, mais ce n'est pas forcément la majorité. Et ça a été documenté même ailleurs dans le monde, hein, où il y a eu des dauphins qui se sont baladés et qui ont fait des centaines de kilomètres. Pour autant, traverser l'Atlantique, ça je pense pas trop, c'est quand même pas une espèce migratrice, le dauphin, comme les baleines par exemple, qui vraiment font des grandes migrations nord-sud. Bonjour, je reviens rapidement par rapport aux dauphins qui seraient pris dans des filets, dans des engins de pêche. Est-ce que les professionnels n'ont pas d'obligation de déclaration à ce niveau-là quand il y a des prises accessoires, normalement ? Bon, alors ça, c'est une problématique qu'on va aborder cet après-midi, donc j'espère que vous serez toujours là lors de la table ronde justement sur les interactions avec la pêche. Je ne vais pas m'aventurer là-dessus parce que je ne vais pas gâcher le suspense. Donc je pense que Théa et Célia vous reprendront tout à l'heure sur la question. Bonjour, merci pour votre exposé. J'ai une petite question concernant les interactions avec les humains. Pour moi, l'interaction qui serait la plus prégnante, ce serait la pollution sonore. Est-ce qu'on a une possibilité sur les individus qui sont morts de voir si leur comportement a été modifié, notamment sur l'alimentation? Est-ce que ce sont des bestioles qui ont arrêté de se nourrir parce qu'impactées par une pollution sonore trop présente? Est-ce que ça peut être un choc acoustique avec les sonars ou d'autres choses? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est étudié, recensé, quantifié? Merci. Alors, donc c'est compliqué d'essayer de mettre en évidence en fait les impacts de pression non directs. Donc c'est-à-dire quand il y a une blessure, une collision ou voilà, c'est une interaction vraiment directe, ça a un impact et c'est facile à mettre en évidence. La pollution dans l'environnement et la pollution acoustique, ça c'est un petit peu des impacts qui sont moins directs et donc les mettre en évidence sur les animaux, la conséquence, c'est plus compliqué. Mais pour autant, le bruit, les bruits à haute fréquence, de haute intensité, peuvent avoir des impacts directs, tels que des blessures au niveau des systèmes auditifs, voire même la mort. Et ça, maintenant, on peut le mettre en évidence. On sait, donc il y a notamment les grands plongeurs, qui sont des espèces très sensibles au bruit à haute intensité, parce qu'ils plongent très profond, notamment le Ziphus, la baleine à bec de Cuvier, qui va pouvoir plonger jusqu'à 3000 mètres. C'est une espèce qui est très sensible à ça, au sonar, notamment militaire. Ça a été mis en évidence, la cause, scientifiquement, cause directe, la mortalité due à des sons haute fréquence, dus à des sonars. Et c'est même pour ça qu'il y a un moratoire qui a été mis en place au niveau européen, et qu'aux îles Canaries, ils ont interdit les activités militaires dans les zones de vie des baleines à bec de Cuvier, ce qui a d'ailleurs stoppé les mortalités en masse qu'il y avait. Et ça, là, on a eu récemment, l'année dernière, 4 échouages donc justement de baleines à bec de Cuvier en quelques mois, en 2 mois, et notamment sur l'un d'entre eux, on a mis en évidence que la mort était due à un accident dû au son de haute intensité. Donc ça, maintenant, on est capable de le faire. Ouais. Bonjour, merci. Comment est-ce que vous faites le lien entre plonger à grande profondeur pour les Ziphus et être sensible au son des sonars? Ouais, c'est une bonne question. En fait, les sons de haute intensité, pendant qu'ils sont plongés, ça va très certainement provoquer un comportement de fuite des animaux. Et en fait, ce qu'on met en évidence au niveau des échouages, c'est les conséquences d'accidents de décompression, de remontée trop rapide. Et ils ont des bulles partout au niveau des vaisseaux sanguins et des tissus qui sont liés à ça. Et on a, notamment, au niveau de l'oreille interne, donc on peut le mettre en évidence, une blessure au niveau de l'oreille interne. Je vous propose qu'on passe à la présentation suivante.
Donc bonjour, merci de m'avoir accueilli ici aujourd'hui pour vous présenter les résultats de mon stage pour Interact. Donc là, je vous ai remis le titre de mon mémoire réalisé donc en 2018, Observe, profite et respecte, et donc mon stage qui s'intéressait aux perceptions et aux attitudes des interactions avec les cétacés en Méditerranée française et plus particulièrement à travers la pratique du whale watching. Donc pour recontextualiser mon entrée sur le terrain, donc c'était dans le cadre d'un master 2 en anthropologie de l'environnement au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Ce stage a eu lieu donc entre février et août 2018, donc avec tous les acteurs qui étaient impliqués dans le projet Interact. Et j'ai donc eu 3 encadrants, donc Olivier et Hélène que vous avez vu ce matin, et Nicolas Lescureux qui est ethnoécologue au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier également. Donc je suis partie d'un objectif un peu général qui visait à recueillir, décrire et analyser les perceptions qu'ont les acteurs de leurs interactions avec les cétacés dans le cadre de ces pratiques de whale watching. Et de cet objectif ont découlé des questionnements un peu plus spécifiques d'ordre méthodologique. Comment étudier les perceptions à la fois de la part des opérateurs et des participants, ce qui ne demande pas forcément la même approche méthodologique, mais aussi comment s'organise la rencontre avec les animaux marins, de la part des humains, mais aussi des animaux et de ce qu'ils peuvent ajouter et apporter à cette rencontre. Et au final, dans le troisième questionnement, que nous dit la pratique du whale watching sur nos rapports contemporains à la nature et les façons de s'y relier à travers cette pratique. Alors, l'approche méthodologique que j'ai voulu prendre en compte, c'est sur plusieurs plans. Donc, à la fois, j'ai voulu faire une revue de la littérature scientifique sur vraiment les dimensions humaines et sociales qui s'intéressent aux interactions avec les cétacés. Donc, j'ai essayé de construire ma méthodologie au départ sur la base d'études de cas dans la littérature scientifique, qui s'intéressait pour la plupart à la perception des participants, leur attitude, leur degré de satisfaction aussi, ou par exemple leur éventuelle aptitude après ces sorties à intégrer des programmes de conservation. J'ai trouvé moins d'études qui faisaient état de l'expérience vécue des opérateurs. Donc j'ai voulu aussi me focaliser un peu sur ce point durant ce stage. Au final, je l'ai combiné avec des outils issus des sciences humaines et sociales qu'on pourrait appeler classiques, donc l'observation participante, les entretiens semi-directifs, donc des entretiens qui étaient formalisés en amont avec des prises de rendez-vous et qui pouvaient être assez longs, entre 1 et 3 heures, et des entretiens situés donc à bord des bateaux auprès des participants et aussi de l'équipage. Et au final, j'ai essayé de mobiliser une approche qui soit à la fois dans l'enquête qualitative et quantitative, en proposant des questionnaires pour évaluer les perceptions et attitudes des participants et des entretiens plus pour les opérateurs et les participants qui voulaient bien m'accorder un peu de leur temps durant leur journée. Donc concrètement sur le terrain, j'ai diffusé entre juillet et août un questionnaire réalisé avec le logiciel Sphinx qui était en 2 parties. La première partie était distribuée au départ de la sortie sur les bateaux, donc elle faisait 40 questions, et la partie 2 était distribuée au retour, donc après la possible interaction, avec 21 questions. Au final, j'ai eu 106 réponses qui ont été analysées ensuite. Et 8 entretiens semi-directifs, donc pas forcément à bord des bateaux, et qui étaient enregistrés et intégralement retranscrits ensuite pour l'analyse, avec 19 séquences d'entretiens situés qui, elles, étaient à bord des bateaux, donc pareil, comme je vous disais, avec des participants ou du personnel d'équipage, et aussi l'enregistrement de discours et d'anecdotes pour recueillir certaines formes de relations ou d'interactions qu'on ne peut pas voir à travers les résultats des questionnaires. Et au final, j'ai fait 11 sorties d'observation participants, donc en tant
en tant que touriste, en fait, pour observer ces interactions avec les cétacés. Et sur ces 11 sorties, il n'y en a eu que 2 où j'ai été un peu nauséeuse, donc je suis plutôt fière de moi. Donc on passe aux résultats, et j'ai voulu reprendre les titres de mon mémoire avec ces 3 actions, observe, profite et respecte, qui, pour moi en tout cas, semblent caractériser le whale watching. Donc on part du premier qui est observe. Je ne sais pas pourquoi il a fait un tour sur lui-même, désolé. Au final, on se rend compte que le sens de la vue est central dans la pratique du whale watching et est privilégié. Alors certains auteurs, notamment des sociologues qui ont travaillé sur les relations à l'environnement et la perception de l'environnement, montrent qu'en tout cas dans notre société, c'est la vision qui est vraiment privilégiée comme manière de se relier à la nature. Et si ça peut paraître assez évident dit comme ça, je tenais à le souligner parce que ça a une place vraiment centrale dans cette pratique. En effet, les opérateurs guident l'observation et en sont un peu les médiateurs, surtout lorsqu'ils signalent par exemple une belle observation. Alors je me suis demandé aussi ce qui caractérisait une belle observation. Ça va être une proximité par exemple avec l'animal ou alors le saut d'une baleine. Ce qui va être caractérisé comme une observation plutôt rare. Ça nous est arrivé une fois de voir un rorqual sauter, mais c'est l'opérateur à bord qui se fait le média de l'interaction et de ce que les gens sont en train d'observer. La pratique du whale watching mobilise des outils pour immortaliser et un peu figer cette expérience vécue. Donc via par exemple l'appareil photo qui est très présent, mais aussi les jumelles. Donc observer, ça c'est un des résultats des questionnaires, finalement observer des dauphins ou des baleines est considéré comme quelque chose de primordial ou en tout cas d'important pour 86% des participants. Mais aussi, dans leurs attentes, il s'avère que photographier ou filmer des dauphins ou des baleines depuis le bateau est une attente qui est aussi primordiale pour 28% des participants et importante pour 33%. Ce qui donc voilà, me fait vraiment insister sur cet aspect de l'observation qui est central. Et ça semble donc un critère important dans les attentes à combler des participants. Et dans cette pratique, au final, j'ai constaté que les humains, effectivement, observent les animaux, mais il y a un autre élément, c'est que, au final, les animaux observent aussi les humains, et ce qui ouvre la voie à la possibilité d'une interaction et d'une réciprocité entre humains et animaux. Et concernant cette réciprocité et cette interaction, donc c'est des notions, des concepts qui ont été abordés du point de vue aussi de l'anthropologie et notamment de l'ethnoéthologie, qui découle de l'étude des savoirs locaux et qui s'intéressent à la façon dont les comportements des animaux vont influencer la construction de savoirs locaux et sensibles à leur égard. Et pour ça, j'ai voulu vraiment m'ancrer sur les propos des opérateurs et de ce qu'ils me disaient pour essayer de faire une classification qui serait locale de leur point de vue des espèces de mammifères marins avec lesquels on peut rentrer en interaction. Et ce qui apparaît, c'est que le grand dauphin, malgré qu'il soit une espèce charismatique, n'est pas l'espèce qui est la plus souhaitée pour l'interaction. En effet, c'est le globicéphale qui est moins connu, en tout cas que moi je ne connaissais pas avant de faire ce stage et que beaucoup de participants visiblement ne connaissent pas non plus, mais en tout cas qui a une importance certaine pour les opérateurs. Ce sont eux qui apparaissent le plus curieux, ce sont des animaux sociaux qui s'approchent du bateau et qui donnent visiblement l'impression de vraiment observer les personnes à bord. Malheureusement, sur les sorties que j'ai faites, il n'y en a eu aucune où j'ai croisé de globicéphales, donc je me suis appuyée sur les anecdotes et les discours que les opérateurs tenaient sur ces espèces.
Et au final, on voit que plus le degré de curiosité de l'animal envers les humains est faible et plus l'interaction est moins recherchée, avec en dernier le Ziphus, que je n'ai jamais vu non plus, évidemment. Donc on passe à au deuxième résultat, qui est sur la notion de profiter. Donc dans cette interaction, qui n'est pas qu'une observation unilatérale, se joue une forme de relation qui est plus ou moins ambivalente dans la manière de percevoir l'animal. Et donc c'est à cette interface que se situe le profit de mon titre. En effet, on a l'impression que les animaux offrent aussi un spectacle, ce qui peut être un peu gênant dans la pratique du whale watching, mais c'est quelque chose qui est ressorti plusieurs fois. Par exemple, souvent, les participants applaudissent à la fin d'une observation qui est considérée comme réussie. On a vu un animal, et encore mieux, l'animal s'est rapproché ou a eu des comportements particuliers qui font qu'on est très content de notre observation. Et parfois, les participants viennent aussi féliciter et remercier le capitaine de bord, comme si, au final, il y était pour quelque chose dans ce qui vient de se passer. Et c'est quelque chose que j'ai voulu creuser parce que ça m'a questionnée. Au final, ça semble un peu rentrer en contradiction avec le statut sauvage de l'animal, et je me suis demandé quelle autre forme de relation on pouvait voir dans ces interactions entre surtout les opérateurs et les animaux marins, avec qui ils sont en interaction quasi quotidienne une bonne partie de l'année. Et du coup, je me suis demandé si on pouvait parler de relations de travail. Donc, oui, de travailler avec le dauphin. Alors, pour quelle raison ? C'est pas quelque chose qui a été officiel, mais qui est ressorti de manière officieuse. J'apprends en allant avec les opérateurs sur les bateaux qu'au final, des animaux sont susceptibles de faire grève certains jours lorsqu'ils ne se montrent pas. En fait, j'ai identifié tout un champ lexical autour du travail. Pourquoi ça ne se remet plus ? Ok. Il y a tout un champ lexical autour du travail, mais qui n'est pas reconnu par les opérateurs, mais certains m'ont quand même dit qu'ils travaillaient avec du dauphin. Donc on pourrait se demander dans quelle mesure on pourrait identifier une relation de travail avec les animaux. Donc c'est pareil, les sciences humaines et sociales se sont intéressées au travail avec les animaux, qui n'est pas toujours une forme de relation aliénante, mais qui ouvre sur d'autres perspectives et d'autres pistes de relations, de manière de se relier aux animaux. Et au final, comme je vous disais, eh bien, les frontières du sauvage se brouillent un peu avec ces nouvelles considérations. Au final, ce ne sont pas que des animaux, des individus passifs que l'on va observer ou qu'il faut préserver, mais il faut bien admettre aussi qu'ils semblent occuper d'autres statuts. Et de ce fait, leur statut d'animal sauvage ne peut plus être vraiment mis à distance et doit être rediscuté sous ces nouvelles formes de relations. J'en viens à mon troisième point, qui est respect. Donc, cette notion du respect de l'animal et d'avoir une bonne pratique dépasse les limites du bateau et en fait même de la région, puisqu'on parle quand même du whale watching comme une industrie à l'échelle mondiale, de l'écotourisme et quelque chose qui brasse beaucoup d'argent et qui a beaucoup de succès. Donc pour en revenir à la France, effectivement, il y a tout un cadre réglementaire qui a évolué depuis les années 2000 et en 2005 notamment, depuis l'étude socio-économique qui faisait état des menaces que le whale watching pouvait faire peser sur les populations de cétacés en France. Donc j'ai voulu essayer d'analyser cette notion de respect à travers à la fois le code de bonne conduite qui essaie de favoriser une bonne approche, une approche éthique des animaux, qui les dérangera le moins possible, et de la marque High Quality Whale Watching qui a été déposée donc, par la COBAMS en 2014. Donc si on revient à nos opérateurs et aux participants, au niveau local, je me suis rendu compte que la relation entre
les expériences pratiques des opérateurs et ce cadre de régulation qui est formé par le respect du code de bonne conduite et l'intégration de cette distinction de high quality whale watching, que cette relation n'était pas si évidente. Ce qui m'a semblé, moi, c'est que j'ai identifié 3 points clés dans ce cadre réglementaire qui est l'approche. On veut favoriser la meilleure approche possible avec une certaine distance à respecter, par exemple. Le discours pédagogique que vont tenir les opérateurs à bord des bateaux. Et aussi de favoriser une certaine démarche naturaliste. Et de l'autre côté, lorsque j'ai voulu analyser ces 3 points clés par les perceptions des opérateurs, je me suis rendu compte qu'au final, l'approche va surtout être déterminée par le comportement de l'animal à l'instant T, au moment où se déroule l'interaction. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a plutôt frappée. Les opérateurs vont davantage se conformer à l'idée intime et sensible qu'ils se font de la bonne approche. Et voilà, donc qui est intrinsèquement liée au comportement de l'animal, mais aussi de leur engagement personnel dans les processus de transmission pédagogique. Ça va varier du simple discours, d'un discours qui va être plutôt informatif. On va juste aller vers les participants pour leur donner de l'information, ce qui n'est pas forcément la méthode la plus adaptée pour garder les participants vraiment concentrés, mais qui peut aller aussi jusqu'à l'immersion, une immersion un peu plus recherchée avec des dispositifs pédagogiques qui favorisent l'interaction entre le participant et le bateau et la connaissance du milieu marin. Et entre les deux, on a des opérateurs aussi qui sont dans une démarche plus militante et qui visiblement relèvent d'un intérêt avant tout personnel. Et enfin, concernant la démarche naturaliste, j'ai distingué 2 dimensions. Il y a celle qui est incarnée. On va plutôt la retrouver chez des opérateurs qui ont un parcours, par exemple, en sciences de la nature, et au final, cette démarche naturaliste s'inscrit dans la continuité de leur parcours et de leur intérêt personnel et professionnel. Et il y a celle qui est adoptée par des opérateurs qui vont se définir avant tout comme personnes de la mer, comme des marins, ou qui ont été dans un lien particulier avec le milieu marin, parfois depuis l'enfance. Néanmoins, là, en vous présentant ça, je ne cherche pas à faire des catégories figées et des boîtes où ranger les opérateurs, mais c'est juste des grandes lignes où je vois qu'il y a des divergences et des recoupements. Mais voilà, ces démarches entre elles, elles peuvent se fondre et être interconnectées, bien entendu. Il n'y a donc pas une, mais plusieurs façons de réaliser de la pratique du whale watching et d'observer les cétacés. Et certaines sont source de tensions, même entre opérateurs labellisés. D'ailleurs, c'est plutôt des opérateurs labellisés avec qui j'ai pu échanger. J'ai essayé de me mettre en relation avec des opérateurs qui ne l'étaient pas, mais ça aurait demandé un temps que je n'avais pas. C'était un peu plus compliqué en fait d'approcher des opérateurs qui n'étaient pas labellisés, et encore plus les opérateurs qui pratiquent la nage. Pourtant, on sent bien que c'est un point sensible de tension, mais je n'ai pas eu le temps de vraiment rentrer en contact avec eux et de les rencontrer. C'est pour ça que je ne vais pas développer plus dessus. Sur ce point, mais clairement, je pense que cette pratique mériterait une étude à elle toute seule. Au final, j'ai voulu parler un peu aussi du point de vue des participants et de me concentrer sur les résultats des questionnaires. C'est un public qui est assez généraliste. Seulement 58% quand même estiment avoir des connaissances basiques sur les dauphins et encore moins sur les baleines. Et il faut savoir que 92% de ces connaissances sont issues des médias visuels, donc des documentaires et de ce que les gens vont voir à la télé. Donc
la représentation qu'ils vont se faire du dauphin passe vraiment par ce qu'ils vont voir chez eux en étant déconnectés de la mer et des interactions concrètes avec les animaux. Il y a aussi une image qui est très positive du whale watching, puisque 91% des répondants considèrent que ce qu'ils viennent de vivre, l'interaction, la sortie en bateau, n'impacte pas ou plutôt pas les cétacés. Donc on n'a pas le sentiment que la pratique du whale watching puisse générer un dérangement. Ce qui peut être intéressant à savoir en vue en tout cas dans la littérature scientifique, des impacts possibles justement de la pratique du whale watching sur les cétacés. Donc il y a cette perception qui rentre un peu en contradiction avec ce qu'on sait du terrain et ce qui a été présenté auparavant. Alors de plus, il y a une certaine méconnaissance du label. Alors déjà, à la question si les participants connaissaient des programmes ou des certifications de protection de l'environnement et des espèces, 61% répondaient que non. Et dans ceux qui prétendaient avoir des connaissances sur ces certifications, eh bien, je me suis rendu compte que c'était quand même un peu flou, puisque les répondants parlaient par exemple de Sea Shepherd, et à côté de Sea Shepherd de Natura 2000 et du pavillon bleu. Donc il y avait plusieurs choses qui étaient un peu sorties et amalgamées et sorties de leur contexte. Et le but étant de savoir s'ils avaient une connaissance particulière du label, sans le citer d'emblée bien sûr. Et bien au final, 5 répondants seulement ont parlé d'une connaissance de label, et sur les 5, 4 ont explicitement parlé du label High Quality Whale Watching. Donc au final, il y a une certaine méconnaissance du label, et ça pose question sur la façon dont on peut mieux faire connaître ces pratiques de label. Et pourtant, chez ces mêmes participants, il y a une conscience pro-environnementale diffuse qui est très forte. Par exemple, 90% d'entre eux considèrent que la mer Méditerranée est polluée. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très significatif, avec d'abord la pollution et en dernier le tourisme. Donc, ce qui renvoie à l'image positive du whale watching. On n'a pas l'impression que le tourisme puisse avoir des effets aussi délétères que d'autres sources de pollution, que d'autres menaces comme la pollution. Mais aussi, il y a une sensibilité certaine pour la condition animale. Et là, le fait de mélanger questions ouvertes et fermées dans le questionnaire a été intéressant, puisque beaucoup de participants parlaient de la captivité. 61% sont déjà allés voir des mammifères marins en parc aquatique. Mais en se penchant sur les réponses autres et les réponses ouvertes, eh bien, on se rend compte que la majeure partie en fait, le regrette. Et s'ils pouvaient le refaire aujourd'hui, eh bien, ils ne retourneraient pas voir ces animaux. J'avais noté quelques phrases qui étaient ressorties. Je ne suis pas plus en faveur des structures enfermant les animaux. D'autres écrivent que c'est cruel, que c'est à ne plus faire, voire même écrivent sans commentaire. Donc, comme s'il y avait une certaine honte en fait, à avouer qu'ils étaient allés voir des animaux au Marineland. Et enfin, pour beaucoup, faire réaliser cette pratique de whale watching figure à leurs yeux une expérience de pleine nature, qui est émotionnellement très forte. Beaucoup, par exemple, se mettent à pleurer lorsqu'ils voient des dauphins. Pour beaucoup, c'est la première fois. Mais aussi, le milieu marin participe à rendre cette expérience pas seulement par la vue, mais aussi sensorielle à bord du bateau. Certains, quand on ne l'a jamais fait, on peut être malade aussi. Enfin, on ressent beaucoup de choses lors d'une première sortie de whale watching.
Et ils ont aussi, au final, un sentiment de connexion ou de reconnexion avec la nature, ce qui joue aussi dans cette émotion qui est très forte qu'ils ressentent. La mer, pour eux, n'est pas un territoire, un espace qui leur est familier, la montagne l'est plus. Et elle figure, de ce point de vue, un lieu un peu inaccessible et inconnu, qui figure la liberté absolue. Donc ça, c'est pareil, dans les questionnaires, ça ressort dans les questions ouvertes, quand on leur demande quelques mots que leur évoque la mer. Donc au final, ça laisse pas mal de pistes à explorer. Je trouve que c'était un sujet vraiment très intéressant, et notamment sur les conflits entre les usagers professionnels et les acteurs de la conservation, mais aussi les opérateurs de nage et l'expérience vécue des participants. Comment d'autres formes de relations avec les cétacés peuvent être analysées via le conflit. D'ailleurs, il y a aussi, on en parlait juste avant, avec les conflits avec la pêche, qui sont quand même assez distincts et qui mériteraient d'être approfondis dans des études ultérieures, pour voir quelles relations se jouent avec les dauphins. Au final, il n'y a pas qu'une forme de relation à l'animal sauvage. Et donc, ce que je disais juste avant, qu'en est-il des relations contemporaines entre les pêcheurs et les dauphins et les problèmes de déprédation sur leur prise, par exemple, lors des journées de pêche. Mais aussi, qu'en est-il des rencontres spontanées ? L'étude des anecdotes peuvent permettre de mieux comprendre ce qui est en jeu dans la rencontre avec l'animal lorsqu'elle n'est pas organisée dans un système marchand, qui est aussi la sortie de whale watching. Par exemple, avec justement les dauphins ambassadeurs ou alors les baleines. C'est des histoires de regards qui se croisent ou de proximité extrême. Et je pense que analyser ces rencontres par le recueil d'anecdotes ou de récits de vie peut aider à comprendre la manière de vouloir, en tout cas, se relier aux animaux. Une autre piste pourrait être de mieux comprendre l'influence du traitement médiatique des cétacés. Je n'ai pas eu le temps de m'y pencher, mais en tout cas, j'ai pressenti le poids des médias dans la représentation qui est véhiculée des dauphins et des baleines, et même de la méconnaissance de certains mammifères que le dauphin va un peu mettre dans l'ombre. Et enfin, qu'en est-il de la place de l'engagement personnel dans la construction du dispositif ou du discours pédagogique qui est donné à bord, pour peut-être trouver des pistes pour passer d'un discours qui soit unilatéral, plutôt informatif, à quelque chose de plus immersif. Donc ça, peut-être que les sciences de l'éducation pourraient apporter des solutions intéressantes. Donc voilà, pour terminer, pour résumer les points saillants de mon stage, c'est qu'il n'y a pas qu'une, mais différentes formes de relations entre humains et cétacés qu'il faut prendre en compte. Ces relations l'ont été dans l'histoire. Alors pour ça, je vous renverrai au travail d'Emmanuel Guabo, qui a fait une thèse et un gros travail de recherche sur les relations anthropozoologiques aux dauphins dans l'histoire, mais aussi dans l'espace, dans des cultures différentes. On voit que c'est une figure qui est ambivalente et qui change. Ça n'a pas toujours été l'animal charismatique qu'on connaît aujourd'hui. Mais en tout cas, ces relations, il y a encore d'autres formes de relations aujourd'hui. Elles sont plus complexes et plus réciproques qu'on ne pourrait le penser, sans en tout cas rien enlever aux dangers et menaces que représentent les activités humaines pour la survie de ces individus, bien sûr. Et au final, ce ne sont pas les animaux les plus charismatiques, donc comme le dauphin, qui sont fatalement préférés dans la pratique, donc par rapport, par exemple, au globicéphale. Ce qui remet la figure de
de l'animal sauvage en question dans ces interactions. Finalement, voilà, même si les formes de relation avec l'animal sont différentes, les perceptions et engagements dans les pratiques des opérateurs le sont aussi et doivent être prises en compte. Et du point de vue des participants, eh bien, il y a à la fois une déconnexion à la nature, mais aussi, et c'est peut-être certainement lié, à la fois ce que Bernard Calahorra, un anthropologue, a appelé un culte contemporain de la nature. Donc, ce qui renvoie à cette attitude pro-environnementale diffuse que j'ai retrouvée un peu partout durant ce stage. Est-ce qu'au final, on peut le lier à l'Anthropocène, qui est donc défini comme la nouvelle ère géologique où l'influence de l'homme, des humains, est prédominante sur la planète? Voilà, c'est des choses qui seraient à creuser et à questionner de manière plus approfondie. En cela, la mer n'est pas un territoire du vide, mais aussi un espace qui est transi d'itinéraires visibles ou invisibles, et peut-être dont l'un des enjeux contemporains est d'en faire prendre conscience au plus grand nombre. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Merci.